Un dimanche au parc. Dehors, hors de moi, un monde existe, grommela-t-il, soumis à mes incursions, un monde, pour moi, au repos, que j'aborde concrètement. L'action se passe dans le parc, situé au-dessus des rochers, contraire féminin de la ville, sur le col duquel Patterson éduque concrètement ses pensées. Au printemps dernier, un dimanche après-midi. Il longe le sentier qui borde la falaise, comptant l'épreuve. Lui-même, parmi les autres, il foule ces pierres précisément sur lesquelles les gens dérapent en montant lentement avec leurs chiens. Il rit, s'interpelle. « Attendez-moi !» Les jambes horribles des petites filles, pistons trop puissants pour être délicats, les bras rouges des hommes, habitués à la chaleur et au froid, à soulever des quartiers de bœuf et ouais, surmontant le danger, ils arrivent par flot, pour le moment, le meilleur moment de la journée. Essoufflé, au bout d'une dure ascension, il regarde derrière lui. C'est beau, mais c'est pas donné. Les tours gris pâles se retournent et s'avancent en maître sous les arbres. Cet amour qui n'est pas conçu pour que je reste envers et contre tout positif. La terre sèche, passive, possessive, en marche. Des buissons entourent les pins rabougris que l'on dirait jaillis des rochers nus, quelques cèdres à hauteur d'homme, cônes effilés, les andouillés du sumac, la plupart des racines qui rampent à la surface. Nous sommes si près de gâcher la moindre journée, cherchant l'humus pourri, desséché, en marche. Le corps s'incline en avant, depuis sa position verticale, initiale, et tout le poids porte sur la pointe des pieds, tandis que l'autre cuisse est levée et que la jambe et le bras opposés reviennent vers l'avant. Plusieurs muscles étirés. Combien je t'aime. Comme ça. Il entend des voix imprécises, les voix se déplacer par groupes de 2 ou 3, s'infiltrer par les petits sentiers. Je lui demandais « Que faites-vous » Il sourit d'un air résigné. Question typiquement américaine. En Europe, on dirait « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» ou « Que faites-vous en ce moment ?» Ce que je fais. J'écoute tomber l'eau. On ne l'entendrait pas si le vent ne soufflait pas. C'est ma seule occupation. Il n'y eut jamais nulle part de plus belle journée qu'en ce 2 mai 1880, où les chorales allemandes de Patterson se rassemblèrent sur le mont Gareth, comme c'était l'habitude depuis des années, chaque premier dimanche du mois de mai. Pourtant, la réunion de 1880 dégénéra lorsque William Dalzell, qui possédait des arpents de terrain près du lieu du festival, tua John Joseph Van Houten. Dalzell s'était plaint que les visiteurs, les années précédentes, avaient saccagé sa propriété et il était décidé cette fois-ci à les en empêcher. Immédiatement après le coup de feu, le groupe plutôt paisible des chanteurs se mua en une foule furieuse, prête à lyncher Dalzell de ses propres mains. Ils mirent le feu à la grange où Dalzell s'était retranché pour fuir leur colère. Il tira à l'approche de la foule depuis une fenêtre de la grange. L'une de ses balles atteignit une fillette à la joue. Les policiers de Patterson chassèrent Dalzell de sa ferme jusqu'à la maison de John Ferguson, une centaine de mètres plus loin. La foule maintenant dépassait les 10 000 personnes. Une grande bête, car
beaucoup de gens étaient venus de la ville pour rejoindre les chauffourées. L'affaire semblait sérieuse et la police était largement débordée. La foule tenta de mettre le feu à la maison de John Ferguson et Dalzell se réfugia dans celle de John McGuckin. Pendant son repli, le sergent John McBride suggéra que l'on aille chercher William McNulty, le doyen de l'église catholique de Saint-Joseph. Le doyen établit rapidement son plan. Il arriva sur les lieux dans une carriole. Sous les yeux de la foule en furie, il saisit Dalzell par le bras et l'entraîna vers la carriole. Il s'assit lui-même à son côté et ordonna au cocher de partir. La foule hésita, balançant entre le courage du doyen et, de partout, les oiseaux font leur nid, tandis que dans le ciel, lentement, une corneille évolue, un grand coup d'aile, devant un groupe de plus petits oiseaux qui tournent autour de lui comme des guêpes et plongent pour lui crever les yeux. En marche. Il quitte le sentier, retrouve avec peine son chemin à travers champs. Le chaume et les ronces enchevêtrés ressemblent à un pré, mais ce n'est pas un pré. Danser un sillon témoigne qu'on travaillait dur ou qu'on aurait travaillé dur ici. Un feu consumé, les herbes acérées, effilées. Soudain, devant lui qui marche à pas lents, en prenant garde, s'envolent leurs ailes empourprées. Mystérieusement nés de la poussière, leurs jabots gris cendrés qui s'embrasent d'une ardeur soudaine. Ils s'envolent en battant l'air pour, une fois leurs forces épuisées, replonger vers leur précaire abri et disparaître en laissant planer un éclair de plume et une chanson qui vibre, animant l'esprit, et une sauterelle rouge, basaltique, longue comme une motte, dégringole du fond de son esprit. Une rive de moellons se désintègre sous la mousson tropicale. Chapultepec, colline de la sauterelle, une pierre mate expressément instruite de colporter la rumeur de la vivante présence qui l'a précédée, outrepassant son souffle. Ses ailes ne se déploient pas pour l'envol, pas besoin, car le poids d'un côté trouve un contrepoids ou une contre-poussée dans les ailes de l'esprit. Il a peur, et alors ? Devant lui, à chaque instant, l'envol recommence, un jaillissement d'ailes, une brève vibration, les courriers de la cérémonie d'amour, enflammés dans l'envol, enflammés seulement dans l'envol, point de chair en dehors des caresses, leurs ailes messagères le guident plus avant.